La grigne ou la scarification est souvent appelée la signature du boulanger parce qu'elle fait référence à l'esthétique du pain cuit, mais nous allons voir que la grigne influence aussi très fortement la structure du pain fini. Alors regardons sur un dessin de ce type-là avec un pain vu d'au-dessus et puis le même pain vu en coupe. Si on fait une grigne très localisée avec un seul coup de lame sur la partie centrale du pain, nous allons produire une sortie des gaz à la cuisson qui va être extrêmement localisée. Pendant la cuisson, les gaz vont sortir du pâton ici, de manière très localisée, à l'endroit de la grigne. On va donc avoir une très forte pression de gaz ici, dans cette partie supérieure, puisque tous les gaz contenus dans le pain vont avoir envie de sortir à cet endroit-là. On va donc provoquer des très fortes tensions à l'intérieur de la mie et le plus souvent des coalescences, c'est-à-dire la réunion de plusieurs alvéoles ici, ce qui pourrait provoquer dans le pain cuit des cavernes situées juste sous la grigne. On aura donc au final une structure de pain cuit qui ressemblera à ceci, avec assez souvent des gros défauts localisés sous la grigne. A l'inverse, si on décidait de grigner le pâton de cette manière-là, par exemple, on produirait une sortie des gaz au moment de l'enfournement de manière beaucoup plus répartie à la surface du pâton. Certains gaz décideront de sortir là, d'autres ici. Et on créera beaucoup moins de tension à l'intérieur de la mie. On aura donc peu de coalescence et un alvéolage qui montrera beaucoup moins de déformation sur le pain cuit. On voit donc qu'avec un même pâton, des grignes différentes produiront des esthétiques différentes, mais également des structures de mie différentes. Pour grigner, nous utilisons différents types de matériel. À l'école, nous avons choisi de travailler avec la marque Mur et Perrault, qui est une marque de lame française, qui est intéressante pour plusieurs raisons. Donc, on a des modèles de lames ici tout en inox avec lame dentée qui permet de grigner des pâtes dures ou des pâtes grainées par exemple. Ensuite, nous avons différents types de porte-lames, des porte-lames à lame droite ou des porte-lames à lame courbe selon le choix de l'utilisateur. Ces porte-lames sont intéressants puisqu'ils permettent de garder le porte-lame et de changer simplement la lame lorsque celle-ci est usée. Donc, on a un petit système de clips ici qui permet d'enlever la lame et de la remplacer par une autre quand c'est nécessaire. Ici, donc c'est très simple, c'est très sécurisé et ça permet de ne pas utiliser un matériel jetable. Nous allons donc voir maintenant comment grigner. Nous allons prendre le temps de le faire ici sur table, sachant que cette étape se passe normalement devant le four. Alors, pour grigner, il y a quelques principes simples à respecter. Il va falloir que les coups de lame permettent la sortie des gaz d'un bout à l'autre du pâton. Donc, il faut grigner d'une extrémité à l'autre. Ensuite, il faut que la profondeur soit également suffisante pour permettre au gaz contenu dans la pâte de sortir à la cuisson. Alors, nous pouvons avoir des grignes très simples, des grignes droites comme ceci, sachant qu'elles pourront, dans certains cas, produire des défauts de structure puisqu'on va localiser la sortie des gaz en un point unique ici, mais c'est une grigne très fréquente. On pourrait également faire des grignes un petit peu plus esthétiques avec, par exemple, des motifs floraux. Alors, sur pain fariné ou pas, mais on pourrait avoir des motifs de ce type-là, d'accord, des motifs floraux, éventuellement rehaussés de petits coups de lame latéraux, ici. Ces coups de lame permettront une sortie des gaz ici beaucoup plus localisée et seront garants d'une structure beaucoup plus régulière dans le pain cuit. Voici. Sur les boules, nous avons des grignages extrêmement classiques. Donc des grignages classiques en carré, par exemple, comme ceci. Le coup de lame doit toujours être franc,
Donc on a des coups de lame de ce type-là qui sont des coups de lame très classiques, mais on pourrait également avoir des coups de lame un petit peu plus esthétiques de ce type-là, avec des spirales par exemple, où on pourrait avoir un coup de lame en spirale de ce côté-là et de l'autre côté du bâton, ici, une spirale dans l'autre sens. D'accord? Histoire de dessiner sur le pain cuit une croûte qui s'emboîte de ce type-là. Voici. Donc voici quelques exemples de grignes. Tous ces exemples en fait respectent des données techniques, c'est-à-dire des grignes suffisantes et sur toute la surface du bâton pour permettre la sortie des gaz. Ensuite, donc c'est un choix à savoir est-ce qu'on veut localiser la sortie des gaz sur un chemin unique ou est-ce qu'on permet au gaz de sortir à des endroits différents comme ici, ici ou là. Voilà. Donc nous allons voir ça maintenant en scène devant le four. Allez. Donc on va faire différents types de grignes, des grignes très localisées et des grignes beaucoup plus dessinées, beaucoup plus réparties, des grignes florales. On pourrait faire également des grignes de ce type-là, en chevron. On pourrait faire des grignes très classiques, donc des grignes comme ceci qui sont chevauchantes, qui chevauchent sur une partie du coup de lame. Voici. Et sur les boules, donc des grignes très classiques en carré, comme ceci, ou des grignes en spirale de ce type-là. Voici. Le plus simple est de tourner la boule sur le tapis enfourneur ici pour refaire le même geste de l'autre côté. Voici des grignes comme cela. Voici. Et après, on pourrait également avoir des grignes très simples, des grignes en croix de ce type-là. Voilà. Voici. Donc on va enfourner ces premiers pains. Voilà, et nous allons faire, comme sur la première fournée, des grignes de types différents. Donc des grignes très localisées, des grignes centrales très localisées, qui risquent de produire des défauts de structure interne, mais voyons-le. Et puis des grignes plus réparties à la surface du bâton, comme ceci, par exemple, ou comme cela. Voici. Voilà, qui vont permettre de garder une structure interne beaucoup plus régulière. Voici. Voici les pains donc avec des grignes différentes. On voit sur les gros pains, ce sont des pains d'1 kilo. On a des grignes très classiques avec 2 coups de lame, des grignes en épi un peu plus florales, des grignes très simples avec un seul coup de lame. On a également des grignes un peu décoratives en chevron sur des pains longs ou des grignes en spirale sur des pains ronds, des grignes également très classiques là-dessus. On voit également l'effet du topping qui permet d'obtenir des surfaces esthétiquement de couleurs différentes, avec des arômes aussi différents. Et on va s'intéresser maintenant à la structure interne des pains. Un des éléments importants va être d'observer quelle est la structure de la mie en fonction de la grigne que l'on a réalisée. Alors, ouvrons un pain de ce type-là, où les grignes ont permis une répartition des gaz. On obtient ici à l'intérieur des nids bien alvéolés, sans gros défaut de structure. Nous sommes donc dans ce cas-là, ici, les gaz peuvent sortir de manière relativement dispersée, sans créer de forte pression à l'intérieur de la mie. On a donc des structures alvéolaires ici bien ouvertes, c'est un pain de campagne très classique, sans gros défauts apparents. Maintenant, si on s'intéresse à ce pain-ci, qui a eu une seule grigne centrale, on pourrait voir ici à l'intérieur des grosses cavernes qui apparaissent, qui sont en réalité ce phénomène-là. C'est un phénomène de coalescence qui est dû à la sortie très localisée des gaz. Les gaz vont sortir au moment de la cuisson, tous à cet endroit précis de la grille, en créant ici des grosses pressions.
Et donc, si on ouvre le pain à différents endroits, on va trouver en fait régulièrement des coalescences de ce type-là, ce qui indique que la grille n'est pas simplement qu'une signature, ce n'est pas qu'une esthétique, mais ça participe également de la structure finale du pain cuit. Ok. Si l'on reprend ces deux pains, celui-ci a eu plusieurs grignes à sa surface, tandis que celui-ci n'en a eu qu'une seule. Lorsque l'on ouvre, on obtient ici une mie avec une grosse coalescence, alors que le même pain, grigné différemment, donne une mie ici beaucoup plus régulière, sans gros défauts apparents sous les grignes. C'est ce qu'on retrouve également ici, donc des grignes réparties avec un alvéolage régulier. En conclusion, on peut dire que la grigne est à la fois la signature du boulanger puisqu'elle participe à l'esthétique finale du pain, mais également à sa structure interne.